Bonjour tout le monde, ici Sébastien McMahon de IA Groupe Financier. On arrive à la fin de l'année 2021. Ça a été une année remplie d'histoires, donc on va prendre le temps de faire une revue de l'année. On va regarder du côté des marchés, du côté de l'économie, qu'est-ce qui ont été les histoires les plus marquantes, puis on va commencer à regarder un petit peu devant 2022. Donc la capsule va être plus longue qu'à d'habitude, juste pour nous laisser le temps de toucher tous ces sujets-là. Donc on va se lancer maintenant. Donc, le portrait des marchés pour l'année 2021, mais regardez, j'ai mis 2020 à côté. N'oubliez pas que 2021, c'est la fermeture du 21 décembre, que les chiffres qui sont compilés là. Donc, ça va changer un petit peu pour la fin de l'année, mais quand même négatif du côté des obligations. Et puis, c'est rare qu'on ait des années négatives du côté des obligations. On va en parler dans quelques minutes, mais c'est pas quelque chose qui est commun. On a commencé l'année avec des taux d'intérêt relativement bas. Et puis, en cours d'année, bon, ben là, on a eu les pressions inflationnistes qui sont arrivées. Là, on a vu la lumière au bout du tunnel au point de vue économique, donc avec les banques centrales qui vont avoir besoin de resserrer la politique monétaire avec le temps. Là, c'est sûr qu'on finit l'année avec Omicron qui vient mettre énormément d'incertitudes, mais quand même, ça a été ça qui a poussé les taux d'intérêt à la hausse en cours d'année, ce qui fait en sorte qu'on a des rendements négatifs, moins 3 pour l'indice univers, moins 6 pour les obligations longues. En 2020, il ne faut pas oublier que les taux d'intérêt étaient plutôt à la baisse, donc ça avait fait des rendements forts pour les obligations, en plus de des bons rendements du côté des actions. Donc, ça avait donné un petit peu une donne différente pour les rendements des portefeuilles en 2020. Le TSX a bien tiré son épingle du jeu cette année, a été un meneur une bonne partie de l'année. On s'est fait doubler par le S&P 500 là, dans les dernières semaines, mais quand même environ 23-25 en Amérique du Nord pour les marchés. L'Europe a très bien fait en devise locale à 16,4, mais quand on ramène tout ça en dollars canadiens, ben, le dollar canadien a été fort cette année. Il s'est un petit peu déprécié versus le dollar américain, mais le dollar américain, lui aussi, était très fort. Donc, quand on ramène le dollar, les rendements du dollar canadien versus l'euro, par exemple, bon, ben, ça fait en sorte que ça a été un vent de face assez important sur les rendements que vous avez faits en Europe et puis ailleurs dans le monde. Donc, performance décevante de ce côté-là. Les marchés émergents, ça a été plutôt plus qu'un peu décevant, très décevant cette année. Beaucoup mené par la Chine qui a eu des rendements négatifs assez importants. On va en parler tantôt, mais les marchés émergents sont probablement en bonne position pour nous donner des bons rendements au cours des prochaines années comparativement à d'autres marchés parce que la valorisation est très attrayante du côté des marchés émergents, mais c'est très volatile, c'est difficile de choisir le bon moment. Donc, on demeure à l'affût. On va vous en parler en cours de 2022 quand on va commencer à se réchauffer à l'idée d'investir en marché émergent. Mais en 2020, ça avait très bien fait. Donc, sur 2 ans, on a quand même des résultats intéressants, mais on est derrière ce qu'on a réussi à avoir en Amérique du Nord. Le prix du pétrole cette année a été très fort, là, 47 de hausse. On avait fini l'année à des niveaux très faibles en 2020. Ça explique beaucoup cette croissance-là du prix du pétrole. Ça explique beaucoup les pressions inflationnistes qu'on a là. On va en parler encore dans quelques minutes, mais les coûts de transport, donc la gasoline, puis aussi les prix des voitures, parce que c'était difficile d'avoir des autos en 2021 à cause de la difficulté d'avoir des puces électroniques. Donc, c'est venu jouer aussi. Mais le prix de la gasoline, mené par le prix du pétrole, explique beaucoup les pressions inflationnistes qu'on vit aujourd'hui. L'euro s'est déprécié, comme je vous disais tantôt, puis le prix de l'or, malgré les pressions inflationnistes en 2021, le prix de l'or était à la baisse. Donc, il ne faut pas oublier, le prix de l'or a la réputation d'être une bonne protection en période d'inflation. Mais quand on regarde les données, cette réputation-là vient surtout de son comportement dans les années 70, en dehors de cette période-là. C'est pas clair que l'or est vraiment une bonne protection contre l'inflation. Donc, peut-être que garder ça en tête, qu'il n'y a pas de recette magique. L'inflation égale acheter de l'or. Ça n'a pas été vrai, du moins en 2021. Donc, on ne peut pas parler de l'année sans parler de la COVID. Donc, la fin d'année, ça a été un combat entre Delta et puis Omicron, deux variants, versus le vaccin. Donc, quand on regarde à gauche l'évolution de la pandémie, ben, le Canada, regardez la petite ligne rouge en bas, c'est le nombre de nouveaux cas par million d'habitants pour mettre tout ça sur une base comparative. Au Canada, bon,
On est dans la partie exponentielle de la courbe dans le moment. On est encore à des niveaux qui sont gérables, mais il ne faut pas se faire d'accroître d'ici la fin de l'année. Probablement qu'on va continuer de voir des nouveaux records de cas, du moins au Québec. Aujourd'hui, quand on enregistre cette capsule, on est au-delà des records historiques, donc c'est des nouveaux records qu'on fait. Du côté des États-Unis, on voit une augmentation aussi. Peut-être qu'on teste un peu moins. Il y a des indicateurs qui laissent présager qu'il y a beaucoup plus de cas que ce qui est rapporté actuellement du côté américain, donc ça va être à voir. Mais la ligne bleue que vous voyez, le Royaume-Uni, là, ben là, on est vraiment dans la partie plus qu'exponentielle de la courbe. Donc, c'est en train d'accélérer fortement. Donc, Omicron, on a la première fois qu'on en a entendu parler. C'était à la fin du mois de novembre. Et puis aujourd'hui, on parle que 80% et plus des nouveaux cas au Québec, au Canada, c'est des cas d'Omicron. Donc, pour vous donner une idée à quel point c'est virulent. Donc, le bon côté des choses, par contre, c'est qu'on est prêt à faire face à des variants parce qu'on a beaucoup plus de... la vaccination au Canada a été parmi les meilleures au monde. Donc, ça va jouer d'un bon côté aussi, mais il y a toutes les questions. Pour regarder, je ne suis pas un médecin, je ne suis pas un scientifique. L'efficacité des vaccins, on sait qu'elle est moindre versus Omicron, mais les hospitalisations ont l'air d'être un petit peu moins graves aussi que ce qu'on avait vécu avant. Donc, tout ça, là, on va en apprendre plus ensemble là, au cours des prochaines semaines, mais ça fait quand même que la situation en fin d'année est très inquiétante. Puis, on retourne avec des mesures qui sont un peu plus drastiques là, pour les mesures économiques. Donc, on va voir où tout ça, ça nous amène. Donc, ça amène une grosse couche d'incertitude sur 2022 au point de vue de l'inflation, au point de vue économique, et au point de vue des marchés. Parlant d'inflation, justement, bien, regardez, on est la ligne bleue ici, c'est les États-Unis, la ligne rouge, c'est le Canada, des données depuis 1950. Ben, on est à un sommet depuis les années 90 au Canada, 80 aux États-Unis. Donc, c'est une poussée inflationniste qui a été assez forte. On en a parlé beaucoup. La question encore, est-ce que c'est transitoire ou non? Les banques centrales ne veulent plus utiliser le mot transitoire parce que probablement que c'est un mot qui a été mal utilisé. Transitoire, ça ne veut pas dire que c'est temporaire de quelques semaines, quelques mois. Ça veut dire que ça ne durera pas pour toujours, là. Donc, est-ce que les effets récents inflationnistes vont se dissiper? Mais il y a une partie probablement que oui. Il y a une grosse partie qu'on ne le sait pas. Donc, c'est pas une réponse qui est très intéressante à entendre, là, mais si on regarde ici les contributions à l'inflation, regardez là, toutes les bâtonnets ici, c'est toutes les composants de l'inflation pour sommer au chiffre d'inflation total. Bien, la partie qui est jaune ou orange sur le graphique, c'est la partie des transports. La partie des transports, c'est comment ça coûte acheter, louer une voiture. Donc, les voitures usagées au Canada, on n'en tient pas compte. Aux États-Unis, on en tient compte. Donc, ça explique une partie de l'inflation qui est plus forte là-bas. Mais juste les prix des voitures au Canada, ça a été à la hausse à cause des problèmes d'approvisionnement de puces électroniques. Donc, ça, on le sait. En 2022, probablement que cette situation-là va se résorber, du moins en partie. Donc, ça devrait se placer. Il y a du côté de la gasoline, par contre, le prix de l'essence à la pompe qui a créé une bonne partie là, de l'accélération que vous voyez, là, la partie jaune, la partie orange là, dans le graphique. Donc, ça, c'est venu jouer beaucoup. Et si on focus sur cette partie-là, ça peut nous laisser penser que peut-être que l'inflation pourrait contribuer à la baisse, peut-être que le prix de l'essence plutôt devrait contribuer à la baisse sur les chiffres d'inflation en 2022 parce que la poussée du prix à des prix à la pompe, ça a été vraiment dans la première partie de 2021. Là. Quand on regarde aujourd'hui où on est en fin décembre versus fin décembre 2020, le prix à la pompe, c'est environ 35 plus haut. Puis le prix de la gasoline est assez important dans les indices d'inflation. Donc 35 plus haut. Mais si vous regardez, là, ce que j'ai mis, le gros cercle rouge, c'est le moment où les prix de l'essence ont commencé à augmenter. Puis ça s'est passé beaucoup dans les 3 premiers mois de l'année. Depuis, il y a eu encore de la croissance. On est passé de 1,30 à 1,50, après ça, on est descendu à 1,42. Mais éventuellement, n'oubliez pas que l'inflation, c'est un calcul du niveau des prix aujourd'hui versus le niveau des prix à la même date l'année passée. Donc, quand on arrivera vers la fin de l'hiver, les comparatifs sur le prix de la gasoline, à moins qu'on voit une autre explosion des prix de l'essence, on verra si on s'en va vers des nouvelles mesures de confinement ou des nouvelles mesures de restriction économique. Peut-être qu'il va y avoir moins de mobilité, donc peut-être prix de l'essence à la baisse, on verra, mais probablement que les comparatifs vont être beaucoup plus favorables là, à maintenir l'inflation à des niveaux un peu plus bas. Donc, on pourrait voir l'inflation peut-être se résorber progressivement. Progressivement, ça ne veut pas dire qu'on va retourner à 1 ou 2 On peut parler de retourner vers 3 3,5 4 dans ces eaux-là progressivement. Puis après ça, on verra. Mais au moins, il y a ces effets-là qui vont être aidants en début d'année.
où on a énormément d'incertitudes, regardez, parce qu'on n'a pas de comparable, c'est l'effet du côté des chaînes d'approvisionnement. Parce que là, si on retombe dans de nouvelles vagues, vous savez, en Chine, il y a la politique de COVID-0, je vais revenir dans une seconde là-dessus, mais les chaînes d'approvisionnement, il y a des difficultés qui sont créées par le fait que, bon, ben, il y a des usines qui ferment, il y a des ports qui ferment, il y a des corps de métier comme les transporteurs routiers où est-ce que c'est plus difficile de répondre à la demande, puis il peut y avoir de ces gens-là qui sont malades, qui ne peuvent pas travailler. Ça fait en sorte qu'on a des effets négatifs sur la chaîne d'approvisionnement. Tout ce qu'on a, c'est des choses comme ça, des sondages. Celui-là, je l'aime bien parce que c'est fait par Oxford Economics, puis on couvre des économistes situés à peu près partout dans le monde. À peu près 90% de la planète est couvert par des économistes qui ont été sondés. Ce qu'on pensait, bien sûr, ça c'est pré-Omicron. Donc, ça rajoute une couche d'incertitude, mais pré-Omicron, on disait, bon, probablement que le sommet là, des difficultés des chaînes d'approvisionnement, soit il est derrière nous ou il est maintenant, au quatrième trimestre. Mais après ça, les choses vont commencer à s'améliorer, mais avant que ça soit vraiment terminé, probablement que c'est fin 2022, début 2021. Donc, les effets pourraient durer. Ça va prendre un bon bout de temps avant qu'on vienne à la normale. Mais quand même, euh, à court terme, les effets mathématiques devraient nous aider un petit peu. Mais à long terme, c'est encore très difficile d'avoir une vue sur l'inflation, surtout, comme je vous disais, pour la politique de COVID-0 en Chine. C'est probablement actuellement le plus grand facteur macroéconomique de risque, cette politique-là. Parce qu'en Chine, on produit énormément de biens qui sont exportés partout sur la planète. Les problèmes d'approvisionnement en puces électroniques, c'est des problèmes qui viennent de l'Asie. Il n'y a pas juste la Chine là-dedans, là, mais ça provient de l'Asie. Donc, tout est intégré ensemble. S'il y a un composant produit en Chine qui est nécessaire pour produire autre chose dans un autre pays, et puis que la Chine, avec sa politique COVID-0, il ne faut pas se faire d'accroire, Omicron va rentrer en Chine éventuellement. Puis pour gérer ça, la Chine, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont tendance à fermer les régions. Quand il y a des cas, on ferme des usines, on ferme, puis un exemple là, en bas à gauche, là, Disneyland Shanghai qui a été fermé parce qu'il y a un touriste qui a testé positif en sortant du parc. Donc, on a fermé le parc. Tout le monde qui était là a été testé. Tout le monde a été confiné pendant quelques jours. Les employés, même chose, donc on ferme. Ça peut réarriver encore qu'on ferme des usines et puis que l'on ait la difficulté, que ça ait des effets là, en cascade là, dans la chaîne d'approvisionnement. Donc ça, c'est un grand risque qui demeure pour 2022. Et puis, dans le moment, comment est-ce qu'on peut le comptabiliser, ce risque-là? Ben, c'est une très bonne question. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il est là. Et puis, ça pourrait avoir des impacts sur l'inflation, sur le rythme de croissance économique, puis sur les marchés en 2022. Donc, comme je vous disais, 2022, une année de grande incertitude sur l'économie. Du côté des marchés, si on regarde derrière, ben 2021, puis regardez, excusez l'anglicisme, mais je ne trouve pas de meilleure expression. Là. Le buy the dip, c'est de racheter les creux là, dans les marchés. Donc, sur le S&P 500, regardez, j'ai mis des petites flèches, là, puis la petite ligne pointillée, c'était pour montrer, c'est la moyenne mobile 50 jours qui est là. Donc, c'est juste pour donner une petite référence, la tendance est où, là. Ben, l'histoire de 2021, bon, au fur et à mesure de l'année, chaque fois qu'on avait des petits reculs de marché, bon, ben, on rebondissait sur la moyenne mobile 50 jours. À un moment donné, à l'automne, on a passé à travers, mais on a rebondi assez rapidement. Donc, cette année, acheter les creux, c'était payant. Rester investi dans les marchés, c'était payant. Donc, ça, c'est une danse qui dure depuis un bout. Ces danses-là, éventuellement, prennent fin. Ce n'est pas une nouvelle normale éternelle sur les marchés. Surtout que quand on regarde dans les données, puis là, ici, le graphique, excusez, c'est pas le plus clair, là, mais quand même, il amène bien l'information. Regardez les bâtonnets bleu pâle qu'on voit. C'est l'argent qui provient des investisseurs de détail qui est investi dans les marchés. Donc, plus les bâtonnets sont hauts, bien, plus il y a d'argent qui rentre dans les marchés pour acheter. Puis ici, vous regardez, à partir de la mi-2021 à peu près, mais chaque fois qu'il y avait un petit recul de marché, bon, ben, il y a beaucoup d'argent du secteur du retail, là, du détail, qui rentrait. Donc, c'était vraiment les investisseurs de détail qui achetaient, qui achetaient, qui achetaient. Puis on entendait des anecdotes de des grandes banques américaines qui disaient qu'avant, le téléphone se mettait à sonner beaucoup quand les marchés reculaient de 10 ben, maintenant, c'est quand les marchés reculent de 2 que là, le téléphone sonne puis les gens veulent acheter. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'appétit pour le risque dans le moment dans le marché, ce qui rend probablement le marché un petit peu plus fragile à long terme parce que quand on aura vraiment de la volatilité, vraiment une mauvaise nouvelle qui va arriver, ben, ces investisseurs-là de détail qui ont peut-être acheté un petit peu plus que ce qui était raisonnable,
quand on voudra sortir du marché, qu'est-ce qui pourrait arriver. Donc, c'est pour ça que nous, on reste à l'affût. On a encore une stratégie qui est très neutre dans nos portefeuilles. On veut rester comme ça pour le moment parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui pourrait arriver dans tout l'environnement d'incertitude qu'on connaît, que je viens de décrire, qui pourrait créer un changement de comportement là, des investisseurs de détail, puis faire un peu un exode du côté des marchés. Donc, c'est quelque chose qu'on garde en tête. À l'extérieur de l'Amérique du Nord, là, parce que le Canada aussi, ça a très bien été cette année, ben, ça a été une année plutôt ordinaire. Regardez ici, j'ai depuis début 2018 là, dans le marché, là, si vous regardez fin 2020, bon, ben, les marchés, l'indice MSCI tout pays, là, quand même une très forte croissance. Et puis à partir de quasiment fin l'hiver 2021, ben, le marché est allé de côté même à la baisse. Fait que si on était investi aux États-Unis ou au Canada cette année, ça allait bien. Si on était investi ailleurs dans le monde, tantôt je vous disais l'Europe en devise locale, ça a bien été, mais ailleurs dans le monde, les marchés, on n'a pas eu des rendements qui étaient si attrayants que ça, puis surtout pas du côté des marchés émergents, où on a des rendements négatifs. Puis n'oubliez pas que la Chine, c'est au-dessus de 35 des marchés émergents. Ben, la Chine, l'indice, ça s'est comporté comme ça. Donc en 2020, on a eu une explosion de saveurs qui a été assez exceptionnelle, qui a culminé jusqu'en fin de janvier 2021. Et puis depuis, ça a été négatif, négatif, négatif. L'économie chinoise a été la première de toutes les économies mondiales à retrouver sa tendance pré-COVID pour le PIB. Donc, on avait une ligne qui montait, on a eu un recul, on a rebondi directement sur notre ligne pré-COVID, puis on est reparti. Donc, la Chine a décidé d'attaquer le secteur du crédit pour s'assurer qu'on n'avait pas d'exubérance, pour pas que l'économie surchauffe trop. Donc, bien sûr, c'est venu nuire aux actions. Il y a aussi tout ce qui est du secteur du développement des propriétés. Donc, on parlait d'Evergrande, et puis il y en a une grande liste d'autres firmes de développement de propriété qui ont eu des problèmes cette année. Donc, ça a contribué négativement. Mais là, maintenant, on est là. Probablement qu'éventuellement, il y a de belles opportunités qui s'en viennent en Chine. On va vous tenir au courant là, de l'évolution de nos vues là-dessus. Mais en 2021, la Chine, c'était clairement pas la place à être. Du côté du TSX, ben, à gauche, un peu le même graphique que le S&P 500 tantôt. Donc, l'année 2021, ça a été une belle année à la hausse. Très bonne année boursière. On s'attendait à des bonnes choses du côté du TSX, puis le TSX a livré, donc on est content. On pense encore qu'à long terme, il y a des bonnes opportunités à faire dans le TSX. Juste le graphique de droite, là, qui est une performance relative du TSX versus le S&P 500. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on divise le prix du TSX par celui du S&P 500, tout ça en devise commune. Puis si vous regardez, ben, la décennie 2000, le TSX a mieux fait que le S&P 500 pour la peine parce que la ligne montait. Depuis 2011 environ, le TSX a vraiment sous-performé comparativement au S&P 500. Puis on se retrouve à peu près aussi peu cher qu'au sommet de la bulle des dot-com. Donc, dans un environnement où pour avoir une économie mondiale qui fait bien de façon étendue. Ce n'est pas juste les États-Unis qui font bien puis qu'on a des difficultés ailleurs. Quand on va sortir de tout ce qui est de COVID et puis avec toutes les impulsions fiscales qui ont été mises en place, les politiques monétaires qui ont été accommodantes, on pourrait voir une économie mondiale bien aller. Puis quand l'économie mondiale va bien, bien, habituellement, l'argent a tendance à sortir des États-Unis puis à aller s'éparpiller un petit peu partout sur la planète, dont le Canada. Donc, ça fait en sorte que le CP500, des fois, dans ces environnements-là, a tendance à sous-performer les autres indices internationaux. Donc, si on voit un peu ce comportement-là se dessiner, bien, le TSX, c'est une bonne place à s'installer pour quelques années. Donc, il faut toujours avoir un horizon de long terme quand on investit. Puis si on a un horizon de 5 ans devant nous, 8 ans devant nous, ben, le TSX, juste à regarder les relations historiques, pourrait offrir des bonnes perspectives. Donc, une bonne place à s'investir du côté du TSX pour les prochaines années. Quand on regarde les valorisations, il n'y a pas beaucoup de certitude dans les marchés, puis ça, c'est pas en certitude, mais quelque chose qui s'en approche, c'est qu'à long terme, les valorisations ont de l'importance sur les rendements qu'on peut s'attendre. À court terme, c'est pas vrai. Si un marché est cher, le CP 500 pourrait être très cher dans le moment puis faire encore bien l'année prochaine. Mais quand on regarde sur 5 ans, sur 10 ans, sur 15 ans devant, bien, quand un marché est très, très, très dispendieux, bien, les perspectives de rendement à long terme sont limitées. Et dans le moment, quand on regarde le ratio court-bénéfice ajusté pour le cycle, donc on ajuste pour les rendements des 10 dernières années des entreprises, pour les bénéfices plutôt des 10 dernières années des entreprises de CP500, bien, là, on se retrouve dans une compagnie qui n'est peut-être pas la meilleure. Là, on ressemble à 1929, après la Grande Dépression. On est même plus cher que ça.
Puis on ressemble un petit peu, mais on commence à ressembler un peu à 1999. Donc, quand on regarde les comparaisons historiques, ça nous dit que, regarde, à court terme, ça ne veut pas dire qu'il y a de catastrophe imminente, là, puis probablement qu'en 2022, on va avoir encore des rendements positifs de CP500, mais quand on a une horizon à plus long terme, on est dans un environnement où c'est peut-être plus intéressant de favoriser les actions hors États-Unis plutôt que de se concentrer du côté américain. Si on s'en va maintenant du côté des marchés obligataires, marché obligataire, il y a plusieurs indices qu'on peut utiliser. Ici, j'ai juste utilisé un indice qui était disponible avec un historique un peu plus long, là, qui allait jusqu'à dans les années 70. Donc, c'est l'indice obligataire Bloomberg US Aggregate. Donc, c'est des obligations américaines. Mais j'ai fait le même exercice avec les données canadiennes. Ça aurait été similaire. Là, donc, juste avoir plus d'historique. Regardez des années de rendement annuel négatif. 4 depuis 1977, puis on en a eu une en 2021. Donc, les taux d'intérêt étaient bas en début d'année. Les pressions inflationnistes, les attentes qu'on se ressorte d'éventuellement, qu'on rouvre l'économie puis qu'on retourne à une espèce de normal, ça aidait à pousser les taux d'intérêt à la hausse. On s'attendait, nous, à ce qu'ils soient encore plus à la hausse que ça. Donc, ça a été une bonne surprise pour les détenteurs d'obligations. Mais en 2022, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre? On pourrait s'attendre encore à avoir une année difficile pour les obligations. Est-ce que ça va être encore négatif? On n'a jamais enfilé 2 années négatives en ligne, mais on n'a jamais fait face à une pandémie mondiale non plus, avec toute l'incertitude qu'on connaît dans le moment. Donc, est-ce qu'on pourrait, peut-être, c'est difficile à dire, mais ce qu'on peut regarder au moins, c'est qu'est-ce que les banques centrales nous disent. Puis les banques centrales, ce qu'elles nous disent, si on commence chez nous au Canada, c'est des hausses de taux en vue pour 2022. Le taux directeur devrait augmenter quelques fois. On parle encore dans les trimestres du milieu de l'année, donc ça veut dire à partir du mois d'avril. Ce qu'on voit dans le moment à droite, c'est qu'est-ce qui est attendu par le marché. Donc, on est capable d'inférer ça, qu'est-ce qui est attendu dans les marchés. D'ici avril, là, c'est à peu près 2 hausses de taux, ce qui n'est pas cohérent avec ce que la Banque du Canada nous dit. Donc, ça serait une surprise là, si on voit ça, mais le marché s'attend quand même à avoir des hausses qui vont commencer en première moitié d'année. Puis si on voit la ligne bleue qui est en haut, d'ici octobre 2022, là, le marché s'attend à 5 hausses de taux. Nous, on est plus du camp qu'on va en avoir, oui, on va avoir des hausses de taux, c'est certain. Est-ce que ça va être 2, 3 ou 4? Ça va dépendre de Omicron, comment l'impact économique qu'il y a, le comportement de l'inflation. Est-ce qu'on va avoir des impacts sur le marché du travail? Ça dépend de tellement de choses que c'est difficile de dire que ça va être 2, 3 ou 4. On pense quand même que 5, ça semble exagéré. Il faudrait qu'il y ait beaucoup de choses qui aillent bien. Mais si je vous dirais, Omicron se rend compte que finalement, ça se gère bien et puis qu'on peut accélérer la réouverture économique, ça se pourrait. Mais quand même, le message, c'est qu'on va avoir des hausses de taux en 2022. La Banque du Canada a renouvelé son mandat, donc on continue de cibler l'inflation. Maintenant, on doit considérer l'emploi. Donc, ce que ça veut surtout dire, c'est que si le marché du travail ne va pas bien, mais que l'inflation est un peu plus haute, on peut attendre un petit peu plus longtemps avant de hausser les taux. Donc, ça fait juste retarder peut-être les ardeurs de la Banque du Canada. Donc, la révision du mandat, ce n'est pas quelque chose qu'on pense qui pourrait contribuer à faire accélérer la Banque du Canada en 2022, du moins pour le moment. Finalement, avec la Réserve fédérale, on s'inquiète un peu plus de l'inflation, prête à accélérer le pas là, pour faire face. Parlait d'une hausse en 2022 du côté de la Fed récemment dans ses prévisions, parce que la Réserve fédérale américaine, elle, publie ses prévisions sur ce qu'elle pense qu'elle va faire au cours des prochaines années. Le Canada, on n'a pas ça de la Banque du Canada. Donc, avant, la Réserve fédérale parlait d'une hausse en 2022. Maintenant, on parle de 3 hausses en 2022. On verra si on en a 1, 2 ou 3. Il y a beaucoup d'incertitudes encore, mais il faut s'attendre à ce que les taux d'intérêt augmentent l'année prochaine. On va voir 31 décembre 2021 versus 31 décembre 2022, où est-ce qu'on va aboutir. C'est ça qui détermine le rendement annuel. Là. On verra bien, mais il faut quand même s'attendre à ce que ce soit encore une année difficile pour les obligations. Donc, ça fait le tour pour cette longue capsule de fin d'année. J'espère que vous avez passé une bonne année, que les marchés ont été cléments envers vous. 2022, ça va être une année qui va être mouvementée, qui est très imprévisible. Donc, on va toujours être là chaque semaine pour vous accompagner à travers tout ça. Vous pouvez compter sur nous. IA.ca/économie, si vous voulez rester informé. Économie, finance 101, il y a du nouveau matériel qui va être déposé en cours d'année. Sinon, Twitter, puis LinkedIn, si vous voulez avoir accès au PDF de ces présentations-là, je les dépose sur LinkedIn à chaque semaine. Donc, je vous encourage
connecter avec moi. Donc, on va souhaiter un bon temps des fêtes et puis on va être de retour quelque part au début du mois de janvier avec des nouvelles capsules économiques hebdomadaires. Merci tout le monde. Bon temps des fêtes.